Ma sœur voulait utiliser mon corps comme couveuse après que j'ai dépensé une fortune pour le récupérer. À quoi ne s'attendait-elle pas? J'étais prête à détruire notre famille pour défendre mon droit de dire non. Bonjour, je m'appelle Melissa Carter, j'ai 36 ans et je suis mère de 2 merveilleux enfants. Un garçon de 8 ans appelé Ethan et une fille de 5 ans appelée Sophie. Ma vie semblait enfin sur la bonne voie après des années de lutte contre l'estime de soi et l'image corporelle. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? La maternité transforme nos corps d'une manière qu'aucun Instagram ou TikTok ne montre vraiment. Après la naissance de Sophie, j'ai pris une décision définitive. Ma famille était complète. J'ai subi une ligature des trompes et je suis allée de l'avant, concentrée sur l'éducation de mes enfants et la reconstruction de la confiance en mon propre corps. Cela n'a pas été facile. J'ai passé des années à économiser chaque centime que je pouvais, à faire des heures supplémentaires dans le bureau d'architecture où je travaille, à réduire mes dépenses et enfin, l'année dernière, j'ai réussi à réaliser mon rêve. La chirurgie plastique pour enlever toute la peau flasque et les cicatrices laissées par les 2 grossesses et la perte de poids. Vous n'imaginez pas à quel point cette opération a compté pour moi. La convalescence a été brutale. 6 semaines de douleurs constantes, des jours où je pouvais à peine me lever seule pour aller aux toilettes, des nuits blanches à essayer de trouver une position qui n'arracherait pas les points de suture. Mais chaque seconde d'agonie valait la peine lorsque j'ai pu enfin me regarder dans un miroir et reconnaître mon corps. Je venais juste de terminer une année de mon « relooking de maman », comme je l'appelle affectueusement, lorsque l'ouragan qu'est ma sœur aînée, Victoria, est entrée dans ma vie avec une demande qui allait tout changer. Victoria a toujours été la « star » de la famille Collins. Alors que je suis tombée enceinte à 28 ans, que j'ai épousé Tom, mon amour d'université, et que je me suis rapidement installée, Victoria a passé sa trentaine à poursuivre sa carrière en médecine. Elle était brillante, une chirurgienne respectée qui recevait toujours le plus d'applaudissements et d'attention de la part de nos parents. L'année dernière, à l'âge de 40 ans, Victoria a finalement épousé Nathan, un autre médecin, et il semblait qu'elle avait atteint le dernier élément de sa liste de réussite parfaite. Il ne lui manquait qu'une chose, un bébé pour compléter la famille de son magazine. C'est lors d'un dimanche apparemment normal dans la maison de nos parents à Lakewood que ma vie a basculé. Nous étions tous réunis pour le traditionnel déjeuner mensuel. Mes parents, Richard et Diana, mon jeune frère Danny, mon mari Tom, moi et mes enfants, et Victoria et son mari Nathan. Les enfants jouaient dans le jardin. Les hommes discutaient d'un jeu stupide à la télévision et j'aidais ma mère à ranger la vaisselle lorsque Victoria a demandé à me parler dans l'ancienne bibliothèque de mon père. Je pensais qu'elle voulait des conseils sur la décoration. Il venait d'acheter une nouvelle maison dans le quartier chic de Mapleton. « Mel, il faut qu'on parle », dit Victoria en refermant la porte derrière elle. Le regard qu'elle m'a lancé m'a tout de suite fait peur. Victoria a toujours eu une présence imposante, grande, mince, avec des cheveux bruns parfaitement lisses qui n'étaient jamais déplacés. Même à la maison, elle semblait tout droit sortie d'un magazine, alors que je portais un legging confortable et un t-shirt ample. « J'ai découvert quelque chose de terrible la semaine dernière », a-t-elle commencé, la voix légèrement tremblante. J'ai passé des examens et les médecins ont confirmé que j'avais un col de l'utérus très court. Les chances de mener une grossesse à terme sont quasiment nulles. À ce moment-là, mon cœur s'est serré pour elle. J'ai vraiment eu mal au cœur. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit à quel point j'étais désolée. Mais Nathan et moi avons discuté, et nous avons une solution, a-t-elle poursuivi en se reculant et en me tenant par les épaules, ses yeux brillants de détermination. Tu dois être notre mère porteuse. Ce n'était pas une demande. C'était une déclaration. Comme si mon utérus était un appartement vacant qui attendait d'être loué. Quoi? Ai-je balbutié en reculant d'un pas. Réfléchis, Mel. Vous avez déjà eu 2 enfants en bonne santé. Nous savons donc que vos parties fonctionnent parfaitement. Tes enfants sont déjà grands. Tu n'en auras pas d'autres. C'est la solution idéale. Je suis restée paralysée pendant qu'elle énumérait les raisons pour lesquelles mon corps était la réponse à ses problèmes, comme si elle présentait un cas au tribunal. Victoria, je ne peux pas. J'ai subi une ligature des trompes précisément parce que je ne veux plus tomber enceinte. Et j'ai subi une énorme opération l'année dernière pour retrouver mon corps. Son visage a changé instantanément. Sa vulnérabilité a disparu, remplacée par cette expression que je connaissais si bien. Une déception glaciale. C'est tout? Pour la vanité? Je parle de ma seule chance d'être mère, Melissa. Et tu t'inquiètes de quelques vergetures? Ce ne sont pas quelques vergetures, Victoria. Je me suis remise de 6 semaines d'agonie. Je me sens enfin bien dans ma peau après des années. Et je ne me sentirai jamais complète sans un enfant, interrompt-elle,
sa voix s'élevant dangereusement. Tu en as déjà 2. Ne peux-tu pas partager ne serait-ce qu'un peu de ce bonheur avec moi? Je le ferai pour toi sans hésiter. Ce qui avait commencé comme une conversation privée s'est rapidement transformé en un spectacle familial lorsque ma mère est entrée dans la bibliothèque, ayant visiblement entendu la dispute. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande Diana en regardant d'une fille à l'autre. Victoria s'est immédiatement précipitée à ses côtés, des larmes commençant à couler sur son visage. Mélissa refuse de m'aider à avoir un bébé. Elle préfère garder son ventre plat plutôt que de m'aider à réaliser mon rêve d'être mère. Ma mère me regarde comme si je venais d'avouer un crime odieux. Mélissa Jane Collins. Ta sœur a besoin de toi. C'est alors que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une demande gênante. C'était le début d'une guerre. Une guerre pour le contrôle de mon propre corps. Et je ne savais pas jusqu'où ma propre famille serait prête à aller pour essayer de me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais également prête à me battre. Et quand il s'agit de mon corps et de mes choix, je ne perds pas. J'ai quitté la bibliothèque de mes parents en me sentant trahie et acculée. Victoria avait toujours obtenu ce qu'elle voulait tout au long de notre vie. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle voulait mon utérus, mon corps et, apparemment, ma dignité. Nous en parlerons au dîner, en présence de tout le monde, a annoncé ma mère Diana, comme s'il s'agissait d'une simple discussion pour savoir qui apporterait le dessert à la prochaine réunion de famille. Tom, mon mari, a remarqué mon visage rouge lorsque je suis revenue dans le salon. Il a arqué un sourcil, mais avant qu'il ne puisse demander ce qui s'était passé, Victoria et ma mère sont sortis de la bibliothèque comme une armée unifiée. Nous avons quelque chose d'important à discuter, annonça ma mère en frappant dans ses mains comme elle le faisait lorsque nous étions enfants et qu'elle voulait attirer notre attention. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table à manger, mon père Richard ajustant curieusement ses lunettes, Danny regardant son téléphone portable avec une attention partagée, Nathan ayant l'air mal à l'aise mais déterminé. Victoria et Nathan ont une annonce à faire, déclara ma mère, comme si elle présentait des célébrités dans un talk-show. Victoria se racle la gorge, les yeux encore rouges de larmes calculées. Comme vous le savez, Nathan et moi voulons vraiment avoir un bébé. Malheureusement, nous avons découvert que j'ai une maladie qui m'empêche de porter un bébé à terme. Mais, elle prend la main de Nathan. Nous avons une solution. Mélissa sera notre mère porteuse. Tom s'est étouffé avec son verre. Mon père a cligné lentement des yeux pour assimiler l'information. Danny a finalement levé les yeux de son téléphone portable. Je n'ai pas donné mon accord, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Victoria a supposé que je lui remettrais simplement mon corps, même après avoir subi une opération traumatisante l'année dernière. Une chirurgie purement esthétique, a interrompu ma mère avec un signe de tête dédaigneux. Ta sœur parle de créer une vie, Mélissa. Pas de ta vanité. J'ai senti le sang bouillir dans mes veines. La vanité? Tu appelles ça de la vanité d'endurer 6 semaines d'agonie pour retrouver mon identité après avoir donné naissance à tes petits-enfants? Ces mêmes petits-enfants dont tu as refusé de t'occuper pendant une semaine, le temps que je me rétablisse? C'était différent, a répondu ma mère sur la défensive. J'étais épuisée après avoir aidé Danny à déménager. Danny a 28 ans, je m'exclame, il n'a même pas eu besoin de ton aide. Victoria tapote la table pour attirer l'attention sur elle. Il ne s'agit pas du passé, Mel. Il s'agit de l'avenir. De mon avenir en tant que mère. Nathan prend enfin la parole, d'une voix calme et médicale. Nous comprenons qu'il s'agit d'une demande importante, Mélissa. Mais techniquement, nous n'avons pas besoin de vos trompes. Nous ferons une fécondation in vitro avec des ovules donnés. Vous n'auriez qu'à porter le bébé. Seulement, ai-je répété, incrédule. Seulement porter un bébé pendant 9 mois? Seulement risquer ma santé à 36 ans dans le cadre d'une grossesse à haut risque? Seulement subir tous les changements hormonaux, les nausées matinales, les douleurs dorsales, les ballonnements, puis le traumatisme de l'accouchement? Et ensuite remettre le bébé comme s'il s'agissait d'un paquet? Tu l'as déjà fait 2 fois, a répondu Victoria, comme si elle me rappelait que j'avais déjà préparé un plat spécifique. Et ce serait différent cette fois-ci. Tu n'aurais aucune responsabilité par la suite. Ce ne serait qu'une faveur temporaire. Une faveur. Ma voix est montée d'un cran. Utiliser mon corps comme incubateur pendant 9 mois n'est pas une faveur, Victoria. C'est un viol. Mélissa, intervient enfin mon père, d'une voix sévère. Ta sœur souffre. Pourrais-tu au moins y réfléchir?
Tom a posé sa main sur la mienne sous la table. Un geste qui normalement me calmerait, mais qui cette fois-ci n'a fait qu'accentuer mon sentiment d'isolement. Tu as déjà tes enfants, Mélissa, a dit ma mère, avec des mots comme des couteaux. Ta sœur ne connaîtra peut-être jamais cette joie. Vas-tu vraiment la priver de cela à cause de quelques soucis esthétiques? J'ai subi une ligature des trompes, me suis-je écrié. J'ai littéralement modifié mon corps de façon permanente pour ne plus avoir d'enfants. Cela ne vous dit rien? Victoria essuie une larme imaginaire. Il existe des procédures pour contourner ce problème. Le docteur Patel, à l'hôpital où je travaille, est spécialisé dans les cas comme le vôtre. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'elle avait déjà fait ses recherches. Elle avait probablement consulté des médecins et tout planifié, présumant de mon consentement avant même de me le demander. Tom, ma mère s'est tournée vers mon mari, changeant de tactique. Tu vois bien que c'est très important pour Victoria et Nathan. Tous les regards se sont tournés vers Tom, qui avait l'air d'un cerf pris dans les phares. Je pense que c'est à Mélissa de décider, balbutie-t-il. Exactement, ai-je acquiescé, m'accrochant à son timide soutien. Mais, poursuivit Tom, me trahissant à chaque mot, peut-être devrions-nous au moins entendre les détails? Pour prendre une décision en connaissance de cause? Ma mâchoire s'est décrochée. La pièce s'est mise à tourner en rond. Mon propre mari, l'homme qui m'avait tenu la main pendant mes 2 grossesses, qui m'avait vu lutter pour retrouver mon estime de soi, était en train de suggérer que j'y envisage au moins de donner mon corps à ma sœur. Décision éclairée, a répété Victoria, souriant comme un serpent qui vient de trouver sa proie. C'est tout ce que nous demandons, Mel. Il suffit de parler à des médecins, de comprendre le processus. Il n'y a pas de nous dans tout ça, ai-je répondu directement à Tom, ignorant Victoria. C'est mon corps. Le déjeuner s'est terminé dans un silence glacial. Sur le chemin du retour, Tom a tenté de s'expliquer. J'essayais juste de calmer les choses, Mel. Tu sais comment ta famille peut être. Ma famille, ai-je répété. C'est aussi ta famille depuis 10 ans, Tom. Et tu devrais être de mon côté dans cette histoire. Je suis de ton côté. Je pensais juste que... Tu as pensé que je devrais au moins envisager de louer mon utérus à ma sœur? Après tout ce que j'ai enduré pour récupérer mon corps? Tom soupire. Tom soupire. Victoria a raison sur un point. Nous avons déjà nos enfants. Peut-être que... Arrêtez la voiture, ai-je demandé. Quoi? Stop. La voiture. Tom s'est arrêté, et je suis descendu, tremblant de colère. Je vais rentrer à pied. J'ai besoin de me calmer avant de dire quelque chose que je regretterai. J'ai marché pendant près d'1 heure dans les rues bordées d'arbres de Lakewood, les larmes coulant sur mon visage. Lorsque je suis enfin arrivé à la maison, j'ai trouvé Tom assis sous le porche, l'air désolé. Je suis désolé, a-t-il dit immédiatement. Tu as raison. C'est ton corps, ta décision. J'aurais dû te soutenir inconditionnellement. J'ai acquiescé, encore trop blessé pour parler. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Quelle erreur! Le mardi, 3 jours plus tard, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Victoria, ma mère, même mon père, tous laissaient des messages me suppliant de revenir sur ma décision, ou de m'informer au moins sur la procédure. Mercredi, ma mère s'est présentée à mon travail à l'improviste. Il faut qu'on parle, Mélissa, a-t-elle dit en entrant dans mon bureau comme si elle était la reine qui rendait visite au roturier. Je travaille, maman. C'est plus important. Victoria a pris rendez-vous avec le docteur Patel vendredi. Il a pris un rendez-vous spécial pour toi. Je me suis levée, fermant la porte de mon bureau pour éviter que mes collègues ne l'entendent. Vous ne comprenez vraiment pas le concept de consentement, n'est-ce pas? Ne dramatise pas, rétorque ma mère, nous parlons du bonheur de ta sœur. Et mon bonheur à moi? De mon autonomie corporelle? J'ai sacrifié mon corps pour vous avoir, toi et tes frères, a-t-elle déclaré, jouant son atout émotionnel. Ne ferais-tu pas la même chose pour ta sœur? C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement pour Victoria de vouloir un bébé. Il s'agissait d'un schéma d'attente inégal qui existait dans notre famille depuis mon enfance. Victoria était la priorité. J'étais l'assistant. Victoria était la star. J'étais le public qui devait applaudir. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé à Tom de la visite de ma mère. À ma grande surprise, il a semblé agacé. Cela va trop loin, a-t-il convenu.
Ils ne peuvent pas prendre des rendez-vous médicaux pour toi sans ta permission. J'ai ressenti un soulagement momentané à l'idée d'avoir enfin son soutien total. Mais j'étais toujours en colère et blessée. Et j'étais déterminée à y mettre un terme. Jeudi, Victoria m'a envoyé un message. « Maman dit que tu es difficile. Pourquoi ne comprends-tu pas ce que cela représente pour moi ?» C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je l'ai immédiatement appelée. « Victoria, je vais te le dire une fois pour toutes, non. Je ne serai pas ta mère porteuse. Je ne l'envisagerai pas. Je n'irai à aucun rendez-vous. La réponse est non. » « Espèce d'égoïste, s'écrie-t-elle. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait exactement pour moi, Victoria? Cite-moi une chose. » Le silence de l'autre côté est révélateur. « C'est bien ce que je pensais, » ai-je poursuivi. « Maintenant, laisse-moi tranquille, ou je coupe complètement le contact. » Je raccroche, les mains tremblantes, mais avec une nouvelle détermination qui grandit en moi. Il était temps de renverser la situation. Si ma propre famille ne respectait pas mes limites, je devais les fixer avec de vraies conséquences. C'est ainsi que j'ai commencé à planifier non seulement ma défense, mais aussi ma vengeance contre des années de manipulation émotionnelle. Cette nuit-là, alors que je fixais le plafond de ma chambre, j'ai eu une révélation. Toute ma vie, j'avais été le pacificateur de la famille, celui qui cédait pour maintenir l'harmonie. Victoria était la star, et je n'étais que l'acolyte dans les coulisses. Il était temps de changer la donne. « Tom », ai-je murmuré dans l'obscurité. « Demain, je vais devoir affronter ma famille. Et j'ai besoin que tu sois vraiment là pour moi cette fois-ci. » Le lendemain matin, armé de détermination, j'ai mis mon plan à exécution. Premier arrêt, le bureau du docteur Rebecca Moore, spécialiste de l'éthique médicale. « Docteur Moore, je suis confrontée à une situation de coercition familiale dans le cadre d'une gestation pour autrui. » Expliquai-je en essayant de garder mon sang-froid. Ses yeux s'écarquillent derrière ses élégantes lunettes. C'est extrêmement contraire à l'éthique et potentiellement illégal, Mélissa. Aucun médecin respectable ne prendrait en charge un cas où il y a des preuves de pression familiale. Qu'en est-il du docteur Patel dont ma sœur a parlé? Jonathan Patel? Elle fronce les sourcils. Il a eu de sérieux problèmes éthiques par le passé. Puis-je préparer une lettre officielle détaillant les considérations éthiques et juridiques de sa situation? Deuxième arrêt. Le bureau de l'avocate Samantha Blackwell. Sam, j'ai besoin de munitions juridiques, ai-je expliqué en posant un café extra large sur son bureau. Ma famille essaie de me forcer à être une mère porteuse, s'étouffe Sam. Sam s'est étranglé. Ils font QOI. 1 heure plus tard, je suis reparti avec un document juridique complet sur les lois relatives à la maternité de substitution dans notre État. Mon dernier arrêt a été la clinique où j'ai subi ma chirurgie plastique. Le docteur Harrison m'a remis un rapport médical détaillé sur les risques d'une grossesse après mon opération, compte tenu de mon âge et de mes antécédents. Muni de ces 3 documents importants, j'ai appelé ma mère. Diana? Oui, nous serons là pour dîner ce soir. Et oui, discutons du problème. Appelle tout le monde. Victoria, Nathan, Danny. Préparez-vous à m'écouter pour la première fois de votre vie. À 18 heures précises, je suis entrée dans la maison de mes parents avec ma mallette professionnelle et une confiance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tom et les enfants m'ont suivi en silence. Victoria a souri en me voyant arriver, pensant sûrement que j'avais cédé. Quelle erreur! Le dîner s'est déroulé dans un silence tendu. Une fois les assiettes débarrassées et le café servi, je renifle et ouvre ma mallette. J'ai promis que nous parlerions du « problème » aujourd'hui, commençai-je, d'une voix étonnamment ferme. Alors discutons-en. Victoria s'est adossée à sa chaise, un sourire triomphant sur les lèvres. Tout d'abord, j'aimerais lire cette lettre du docteur Rebecca Moore, responsable du comité d'éthique médicale de l'hôpital central. Je l'ai lue à haute voix. Toute procédure de maternité de substitution effectuée sous la contrainte de la famille constitue une grave violation de l'éthique médicale. Les médecins qui procèdent en connaissance de telles circonstances s'exposent à des mesures disciplinaires et à la perte de leur licence. Le visage de Victoria pâlit instantanément. Deuxièmement, poursuivis-je sans relâche, un document préparé par l'avocate Samantha Blackwell détaillant les lois sur la maternité de substitution dans notre État. J'ai insisté sur le fait que la maternité de substitution exige un consentement libre et éclairé. Toute preuve de coercition familiale invalide tout contrat et peut entraîner des poursuites judiciaires contre toutes les parties impliquées.
Mon père a nerveusement ajusté son col. Nathan commençait à avoir l'air très mal à l'aise. Troisièmement, le rapport du docteur Harrison détaillant les risques médicaux d'une grossesse post-chirurgicale à l'âge de 36 ans, y compris les complications mortelles. Je pose tous les documents sur la table et sors mon téléphone portable. Et pour terminer, au cours des 4 derniers jours, j'ai enregistré tous les appels, messages et interactions dans lesquels vous avez tenté de me contraindre. D'après mon avocat, cela constitue un harcèlement et me donne des raisons de demander une ordonnance restrictive. Le silence dans la pièce était absolu. Victoria avait l'air choquée, ma mère était figée et mon père étudiait intensément sa tasse de café. Victoria, j'ai continué en adoucissant ma voix. Je comprends ta douleur. Je la comprends vraiment. Si tu étais venu me voir avec respect, nous aurions peut-être eu une conversation différente. Mais vous avez présumé de mon corps. Vous l'avez tous fait. J'ai regardé directement ma mère. Et vous, qui avez refusé de vous occuper de mes enfants pendant ma convalescence, vous avez l'audace de me dire ce que je dois faire de mon corps? Ma proposition est simple. Nous oublions ce qui s'est passé. Je ne poursuivrai personne en justice. Mais vous ne parlerez plus jamais de ce sujet. Victoria, il y a d'autres options, l'adoption, la maternité de substitution professionnelle. Je serai heureuse de te soutenir émotionnellement, comme une sœur doit le faire. Nathan est le premier à prendre la parole. Mélissa a raison, dit-il en prenant la main de Victoria. Mon amour, il y a d'autres options qui ne nécessitent pas de mettre notre famille en péril. Victoria se met à pleurer, de vraies larmes cette fois. Mais je pensais. Tu as pensé à toi, ai-je ajouté doucement. Comme tu l'as toujours fait. Il est légitime de vouloir être mère, Victoria. Mais pas au détriment de la dignité de quelqu'un d'autre. Danny, qui était resté silencieux, applaudit soudain. Bravo, Mel. Enfin quelqu'un a mis un terme à cette dynamique toxique. Mon père retrouve sa voix. Mélissa, tu as raison. Nous te devons des excuses. Nous n'aurions jamais dû te mettre la pression. Victoria a essuyé ses larmes et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un véritable respect. Je suis désolée, Mel. J'ai été égoïste. Tu as raison, il y a d'autres options. À ce moment-là, j'ai senti un changement tectonique dans notre famille. Pour la première fois, il ne s'agissait pas de la brillante Victoria. Il s'agissait de limites, de respect et de choix individuels. Une dernière chose, ai-je ajouté en sortant un dernier papier de ma mallette. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Winters, une spécialiste de la fertilité, pour vous la semaine prochaine. Elle a beaucoup d'expérience dans des cas comme le vôtre. C'est ma façon de vous montrer que, même si je ne peux pas vous donner ce que vous avez demandé, je veux vraiment vous aider. Victoria me regarde avec surprise. Tu as fait ça pour nous? Même après tout ce qui s'est passé? Tu es ma sœur, ai-je répondu simplement. Je t'aime, même quand tu te comportes comme une idiote. Un rire surpris s'échappa de Victoria, brisant la tension. Et pour la première fois depuis des décennies, elle m'a serré dans ses bras. Pas une étreinte superficielle, mais une étreinte authentique et égale. Mon plan avait parfaitement fonctionné. Au lieu de me contenter de me défendre, j'ai complètement transformé la situation. Victoria a non seulement renoncé à sa demande absurde, mais elle a été contrainte de reconnaître son comportement manipulateur. Plus important encore, j'ai créé un précédent. À partir de ce jour, tout le monde savait que Melissa Carter n'était plus la personne qui cédait pour maintenir la paix. J'étais quelqu'un qui se battait farouchement pour que ses choix soient respectés. Et cela, plus que n'importe quelle opération de chirurgie esthétique, m'a permis de me sentir vraiment belle et puissante. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation. Le changement dans la dynamique familiale était palpable. Victoria, étonnamment, a tenu parole. Nathan et elle sont allés consulter le docteur Winters, et d'après ce que j'ai entendu, ils envisageaient sérieusement l'adoption. Un samedi matin ensoleillé, alors que je préparais des crêpes pour les enfants, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Mélissa, nous organisons le déjeuner d'aujourd'hui. Victoria a une annonce importante à faire. Mon estomac s'est noué. Maman, si c'est à propos de... Ce n'est pas ce que tu crois, m'a-t-elle interrompu, la voix étonnamment douce. Je pense que tu seras heureuse de l'entendre. En arrivant chez mes parents, j'ai remarqué quelque chose de différent. Le portrait de Victoria, qui avait toujours dominé l'entrée,
avait été remplacée par une composition familiale comprenant des photos de nous tous. C'était un petit geste, mais un symbole fort. Victoria a souri en me voyant, un vrai sourire, pas ce regard condescendant que je connaissais si bien. Au cours du déjeuner, la conversation s'est étonnamment bien déroulée. Aucune mention de la maternité de substitution, aucune allusion, aucune tension sous-jacente. Après le dessert, Victoria tapote légèrement son verre d'eau. « J'ai une annonce à faire », commença-t-elle en prenant la main de Nathan. Après de nombreuses consultations avec le docteur Winters, merci de nous avoir aiguillés, Mel, Nathan et moi avons pris une décision. Elle prit une profonde inspiration, et je me mis instinctivement en garde, des années de conditionnement m'ayant fait m'attendre au pire. Nous avons décidé d'opter pour l'adoption, a annoncé Victoria, un sourire illuminant son visage. En fait, nous avons signé avec une agence qui travaille avec des mamans qui envisagent d'abandonner leur bébé. C'est merveilleux, m'exclamai-je, sincèrement soulagé. Et ce n'est pas tout, ajoute Nathan. Nous avons reçu un appel hier. Une jeune femme de 19 ans, qui en est à son 4e mois de grossesse, nous a choisi après avoir vu notre profil. Victoria se tourne alors directement vers moi, les yeux humides. Mel, je veux te remercier. Me remercier ? Ai-je demandé, surprise. Si tu avais accédé à notre demande absurde, nous n'aurions jamais exploré cette voie. Et maintenant, je me rends compte que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas d'avoir un bébé génétiquement lié à nous. Il s'agit d'être parent. Ma mère renifle, visiblement mal à l'aise mais déterminée. Mélissa, je dois aussi dire quelque chose. J'avais tort, dit-elle simplement. J'ai été une très mauvaise mère pour toi dans cette situation et, honnêtement, dans beaucoup d'autres au fil des ans. Le silence envahit la pièce. Ma mère n'avait jamais admis qu'elle avait eu tort. J'ai toujours favorisé Victoria, a-t-elle poursuivi. J'ai placé des attentes différentes sur vous deux. Et quand tu as fini par poser des limites, j'étais furieuse parce que je n'avais pas l'habitude que tu te défendes. Je n'ai jamais vraiment soutenu tes choix, Mélissa. Pas même quand tu as eu tes enfants. Et ce que tu as dit à propos de ta chirurgie qui était pure vanité. Eh bien, c'était de la jalousie qui parlait. Tu as eu le courage de faire quelque chose pour toi, ce que je n'ai jamais eu. Les larmes coulent sur le visage de ma mère. Diana Collins, la matriarche implacable, pleurait et admettait ses fautes. Pour me faire pardonner, j'aimerais te proposer quelque chose, poursuit-elle en reprenant son calme. Tom m'a dit que vous vouliez rénover le sous-sol pour créer une aire de jeu pour les enfants. Votre père et moi aimerions financer ce projet en guise d'excuse. Le reste de la journée s'est déroulé dans une atmosphère presque surréaliste d'honnêteté et de réconciliation. Victoria et moi avons même planifié un après-midi de spa ensemble, ce qui ne serait jamais arrivé dans le passé. Au moment de partir, Victoria m'a serré dans ses bras. « Merci de m'avoir appris une leçon dont j'avais désespérément besoin », a-t-elle murmuré. J'ai toujours pensé qu'être le meilleur signifiait obtenir tout ce que je voulais. Tu m'as montré que la vraie force consiste à savoir prendre du recul et à respecter les autres. 2 mois plus tard, j'ai reçu une invitation à une fête prénatale. Il ne s'agissait pas d'un thé traditionnel, mais d'une fête pour la future famille adoptive que Victoria et Nathan étaient sur le point de former. La jeune mère biologique, Amber, serait également présente, une approche moderne et compatissante qui montrait à quel point Victoria avait changé. Lors de l'événement, alors que Victoria ouvrait les cadeaux, ma mère s'est approchée de moi. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai toujours pensé que Victoria était la fille forte. Mais j'avais tort. La force ne consiste pas à obtenir tout ce que l'on veut. La force, c'est de défendre ce qui est juste, même quand tout le monde est contre toi. » Cette opération, poursuit-elle, hésitante. Tu crois que ton médecin traiterait quelqu'un de mon âge? J'ai souri, réalisant que le changement dans notre famille ne faisait que commencer. À la fin de la fête, Victoria est montée sur une chaise pour porter un toast. « Je veux remercier tout le monde d'avoir célébré ce nouveau chapitre de notre vie », a-t-elle commencé. « Mais il y a quelqu'un en particulier à qui je dois des remerciements spéciaux, ma sœur, Mélissa. Il y a quelques semaines, je lui ai fait une terrible demande. Une demande qui mettait mes besoins au-dessus de sa santé et de ses choix. Quand elle a refusé, j'étais furieuse. » Victoria fait une pause. Mais ce refus a été le meilleur cadeau qu'on m'ait jamais fait. Parce qu'il m'a forcé à trouver une meilleure voie. Un chemin qui ne faisait de mal à personne. Et grâce à cela,
Nous avons rencontré Amber et nous rencontrerons bientôt notre fille. La semaine suivante, j'ai reçu un appel du docteur Rebecca Moore. Mélissa, nous sommes en train de créer un comité sur les droits génésiques à l'hôpital. Après notre conversation, j'ai pensé que vous seriez une voix importante pour ce groupe. Quelqu'un qui comprend l'importance de l'autonomie corporelle et qui sait comment en défendre les limites. J'ai immédiatement accepté l'invitation, réalisant que mon expérience personnelle pouvait aider d'autres femmes. 3 mois plus tard, je me trouvais devant un public au centre communautaire de Lakewood, où je racontais mon histoire lors d'un atelier sur l'établissement de limites saines au sein de la famille. Victoria était au premier rang, souriant à côté d'Amber, qui en était à son 8e mois. Ce que j'ai appris, ai-je conclu, c'est que dire non peut être le plus grand acte d'amour, amour pour soi et, étonnamment, amour pour les autres. Parce que lorsque nous fixons des limites saines, nous donnons aux gens la possibilité de grandir et de trouver de meilleures solutions. Le public a applaudi et j'ai vu des larmes dans les yeux de plusieurs femmes qui, comme moi, ont probablement passé des années à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Dire « non » à la maternité de substitution de ma sœur n'avait pas pour seul but de préserver ma transformation en maman. Il s'agissait de briser un cycle toxique qui durait depuis des générations dans ma famille. Il s'agissait d'enseigner à mes enfants, en particulier à ma fille, que leur corps leur appartient, et qu'il leur appartient à eux seuls. Et qu'en est-il de Victoria? Elle a accouché par procuration le mois dernier, une magnifique petite fille appelée Hope. Et lorsqu'elle a placé sa fille dans mes bras pour la première fois, elle a murmuré « Merci de m'avoir appris le vrai sens de la famille ». Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de faire souffrir quelqu'un. C'est de transformer complètement la dynamique et de faire grandir tout le monde dans le processus. Mon corps, mes choix. Cela a toujours été une bataille qui valait la peine d'être menée. Et à la fin, je n'ai pas seulement gagné le respect de mon autonomie corporelle, j'ai gagné une famille vraiment fonctionnelle. Et cela vaut plus que toutes les transformations de maman du monde. Si vous avez apprécié cet incroyable voyage de vengeance et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.